Bonjour, bienvenue pour ce live pluvieux par chez moi. J'espère qu'il fait un peu plus soleil de votre côté. Je suis ravie de vous accueillir encore aujourd'hui pour ce live. Un live un peu fatigué de mon côté, veuillez m'excuser, j'ai la voix un peu fatiguée, je rentre de formation. Mais voilà, je suis ravie de vous retrouver. Merci, bienvenue à vous. Bienvenue pour ce live. Alors, un live questions-réponses encore pour aujourd'hui. Un live que j'ai décidé parce que ça me trottait dans la tête. Je voulais répondre aujourd'hui à une question que me posent quasiment tous les parents que je rencontre en atelier ou en accompagnement autour de la parentalité, autour du portage. Est-ce que porter mon bébé va le rendre capricieux? Donc, bienvenue, je vous laisse vous connecter pendant encore quelques secondes. Et nous allons discuter ensemble du portage et des caprices de bébé. Voilà, si vous avez envie d'intervenir, si vous avez des questions, si vous avez des expériences à partager, surtout n'hésitez pas, ce live est là pour vous. Ça me fait vraiment plaisir de passer ce moment-là avec vous. Presque tous les lundis matins. Il y a des lundis matins où je ne suis malheureusement pas disponible, mais j'essaye de l'être le plus possible. Et donc ce matin, nous allons parler des mythes autour du portage, un mythe en tout cas qui perdure encore pas mal, hein. Ça fait plus de 15 ans que je porte des bébés et pourtant je l'entends encore, vu que je l'ai entendu encore cette semaine. Est-ce que porter mon bébé risque de le rendre capricieux? Alors déjà, écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va tout de suite dire les choses. Eh bien oui, porter votre bébé va le rendre capricieux, tout comme ne pas porter votre bébé va le rendre capricieux, tout comme donner beaucoup de limites à votre bébé va le rendre capricieux, et tout comme à proposer une éducation libre, sans règles, va rendre votre bébé capricieux, puisque ce n'est pas tout ça qui va rendre votre bébé capricieux, c'est, j'ai envie de dire, les conditions de la vie. Et oui, l'espèce humaine, l'animal humain que nous sommes, est conçu pour avoir envie toujours de ce qui appartient aux autres, pour avoir envie toujours de ce que l'on ne peut pas avoir. Et oui, quoi que vous fassiez, nous serons des adultes, et nous sommes des adultes, votre enfant sera un adulte qui voudra toujours plus de choses et qui voudra des choses qu'il n'aura pas. C'est ce qui fait qu'il y a des guerres, c'est ce qui fait qu'il y a des bagarres, c'est ce qui fait qu'il y a des troubles du voisinage, c'est ce qui fait que les gens se disputent. Bien malheureusement, nous sommes faits comme ça. Nous voulons, hein, pour une expansion de la population, nous avons tous envie, nous adultes, de choses que l'on n'a pas. Donc déjà, c'est réglé, vous pourrez y mettre tout le cœur que vous voudrez, ce n'est pas vous qui rendrez votre enfant capricieux, c'est notre société de consommation qui nous vend à la télé constamment que l'on voudrait absolument acheter ça, que l'on voudrait absolument acheter ci. Et si j'ai une chose que je dis aux parents en ce moment, c'est que est-ce que le portage va rendre mon bébé capricieux? Ben en fait, peut-être que le fait de le porter, de le materner, d'être près de lui et de lui transmettre nos valeurs fera peut-être qu'avec un peu de chance, les futures générations ne seront pas capricieuses, ou en tout cas le seront moins. Mais moi, en tout cas, je suis de plus en plus convaincue que le maternage, que la proximité avec les enfants sera peut-être enfin la solution pour que l'adulte plus tard sera bien dans ses baskets et ne souffrira pas constamment de ne pas avoir ce qu'il voudrait. Qu'il y aura peut-être moins de jalousie, qu'on sera peut-être plus heureux de ce que l'on a plutôt que malheureux de ce que l'on n'a pas. Donc vraiment pour moi, la parentalité, c'est comment dire, c'est vraiment un pari sur l'avenir en fait. La façon dont on s'occupe de nos enfants, c'est le pari sur l'adulte qu'ils seront plus tard. C'est un investissement. N'oublions pas que nous avons entre nos mains les futurs adultes de demain, que peut-être vous êtes en train de porter actuellement en me regardant dans un porte-bébé, la personne qui va peut-être découvrir des remèdes contre des cancers. Peut-être que vous avez entre vos bras le futur président de la République, peut-être que vous avez un futur prix Nobel de la paix et que ces enfants-là, eh bien, on mérite qu'on les élève dans la douceur, dans la bienveillance, pour leur permettre d'être bien dans leur basket et peut-être de moins souffrir plus tard des envies et des caprices. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Alors je vais évidemment développer un petit peu mon propos, mais n'ayez pas peur de ce que vous avez créé comme parentalité. Je pense que les parents
ont besoin et les enfants méritent que les parents soient à l'aise avec ce qu'ils sont. Et en général, la peur du caprice, la peur d'avoir des enfants qui se roulent par terre en pleurant, c'est souvent lié à une peur du regard des autres. Que vont dire les autres si mon bébé se roule par terre dans le magasin parce qu'il n'a pas eu le bonbon qu'il voulait? Que va-t-il se passer si belle-maman voit que mon enfant, il pleure dès que je lui dis non? C'est souvent quand on a peur du regard de l'autre que l'on commence à douter des parents que l'on est et que l'on commence à douter des valeurs que l'on transmet à son enfant. Mais soyez juste fiers de ce que vous apportez à vos enfants. Dans la vie, on fait ce qu'on peut. Alors certes, ça plaît peut-être pas à vos parents, ça plaît peut-être pas à la voisine, la façon dont vous faites, mais l'essentiel, c'est que ça vous plaise à vous et que ça plaise à votre enfant. Alors, un enfant, c'est la question qu'on me pose tout le temps, à quel âge un enfant peut-il vraiment faire des caprices? Alors, ce dont on est certain, c'est que l'adulte est parfaitement capable de faire des caprices. Moi, personnellement, je me roulerais par terre pour aller manger dans un restaurant. Alors, je sais pas vous, mais moi, je rêve d'un restaurant, je rêve d'aller au musée, je rêve d'aller à la piscine avec mes enfants, et je pense que je pourrais me rouler par terre et pleurer à chaudes larmes parce que j'en peux plus de ne pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est du beau caprice, je pense. Mais mes petits-enfants, les enfants qu'on voit, ils n'en sont pas à ce stade-là encore parce qu'ils sont beaucoup plus résilients que nous. Nos enfants, ils ont une capacité extraordinaire de rebondir malgré les difficultés, de s'adapter. C'est très difficile de s'adapter quand on est adulte, mais par contre, c'est très facile de s'adapter quand on est petit. Et c'est plutôt là, en fait, qu'on va pouvoir agir par rapport au développement de notre enfant, non pas en ayant peur de ce qu'ils feraient s'ils ne sont pas contents, mais en ayant confiance en eux. Oui, mon tout petit, je viens de te dire non pour telle chose, je vois que tu pleures à chaudes larmes, je vois que c'est difficile pour toi, mais ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Et ensemble, on va arriver à surmonter cette frustration que tu ressens parce que je ne te donnerai pas ce bonbon en plein milieu du magasin. Et quand on est sûr de ce qu'on fait, quand on est en raccord avec soi-même, tant qu'on est vraiment dans l'idée qu'on ne va pas être dans la souffrance, si notre bébé pleure, notre enfant pleure et se frustre dans tous les sens, vous verrez que vous allez mieux subir les frustrations de votre enfant. Parce qu'au final, dans les frustrations, qu'est-ce qui est difficile? Dans les caprices, qu'est-ce qui est difficile? C'est le rapport à nous-mêmes. C'est le fait qu'on se sente défaillant, c'est le fait qu'on se sente fragile et qu'on ne sache pas comment rebondir face aux pleurs de son enfant, parce qu'on l'aime tout simplement, parce qu'on n'aime pas lui faire de la peine, et dire non à son enfant et de voir dans quel état ça le met, ça nous fait monter de la colère, ça nous fait sécréter du cortisol, ça nous met face à nos propres incompétences à nous, pas incompétence à élever notre enfant, mais incompétence à réagir face à nos propres émotions. Les colères de l'enfant, c'est toujours un rapport à nos émotions à nous. D'ailleurs, on le voit très bien quand on est en couple, il y a toujours un des deux parents qui va mieux gérer les frustrations que l'autre. Et je trouve une des meilleures choses à faire quand on n'a pas su répondre à une frustration de son enfant, quand on n'a pas su répondre, ça ne veut pas dire qu'on a été bienveillant forcément. Des fois, on a pu avoir une colère et qu'on n'a pas su surmonter notre colère. Une des meilleures choses à faire, c'est de débriefer. Débriefer avec son enfant, débriefer avec son conjoint ou sa conjointe pour dire bon ben voilà, j'ai raté mon truc, j'ai voulu gérer cette frustration, mon enfant n'a pas voulu s'habiller, il s'est roulé par terre, il s'est mis à hurler, la colère est montée, je me suis sentie en colère, ben j'ai débordé, vous avez le droit de déborder, on est humain, et je pense que la meilleure façon de gérer la frustration des enfants, c'est de gérer notre propre frustration. Parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginons. Votre bébé, votre enfant, il a 2 ans, vous voulez l'habiller pour aller à l'école, il n'a pas envie de s'habiller, il voulait le t-shirt rose, mais le t-shirt rose, vous ne l'avez pas lavé, il est encore en train de sécher, il est tout mouillé, mais votre bébé, il hurle parce que c'était le t-shirt rose qu'il voulait pour aller à l'école. La tension monte, vous n'arrivez pas à calmer votre bébé qui hurle, votre colère commence à arriver parce que vous êtes humain, vous aussi, et ça déborde, vous lui criez après, il vous crie après, on n'en peut plus, ça finit en larmes et en colère, peut-être une fessée malheureuse, et là, vous vous en voulez derrière parce que vous n'avez pas su gérer votre propre frustration. En fait, la difficulté des frustrations, c'est pas tellement la frustration de l'enfant, c'est la frustration à nous. Posons-nous une petite question. Comment se fait-il que nous, adultes, on ait autant de mal à gérer nos frustrations? Comment se fait-il qu'on a autant de mal à gérer nos caprices? Est-ce que c'est pas parce que nous-mêmes, quand on a été petits, la façon dont on nous a appris à gérer nos frustrations n'était peut-être pas si folichonne que ça?
On nous dit, ah oui, mais avant, nous les enfants, on leur laissait pas faire ce qu'ils voulaient. Avant, l'éducation, elle était, ah, ça allait pas, et ben, allez, tu te prenais une bonne fessée, et t'en étais pas mort ou autre. Mais finalement, si on a tant de mal à gérer nos frustrations adultes, est-ce que ce schéma éducatif était si parfait que ça? On peut peut-être se poser la question. Alors vous allez me dire, oh là, Isabelle, elle part dans des délires, qu'est-ce que c'est que ce bazar? On était en train de parler du bébé porté et des colères et des caprices. Eh bien, revenons-en au début, on va faire un zoom en arrière. Posons-nous la question sur la façon dont on éduque nos enfants et regardons en arrière et demandons-nous, est-ce que ce tout petit bébé qui vient de naître, qui pendant 9 mois a été dans un milieu sensoriel toujours stable, il était bercé par le rythme cardiaque de sa mère, il était tout le temps bercé, il était tout le temps en mouvement, bien au chaud dans ce liquide amniotique qui ne change pas de température ou très peu, il était toujours contenu, toujours bercé, il avait toujours des voix, il avait toujours des sensations, tout le temps. Et d'un coup, ce bébé, il est propulsé dans un univers qu'il ne connaît pas, dans des odeurs qu'il ne connaît pas, dans des bruits qu'il ne connaît pas. Il fait froid, il a faim, lui qui avait toujours le ventre complètement comblé. Il a la notion de vide, lui qui pouvait toujours téter son liquide amniotique, lui qui pouvait toujours téter son cordon. D'un coup, il se retrouve avec du vide de partout, du vide autour de lui, du vide à l'intérieur de lui, dans sa bouche, dans son estomac qui connaît la faim. Et ce bébé-là, la seule chose qu'il a pour le rassurer, le seul besoin réel qu'il ait, c'est d'être contre ses parents, d'être contre sa maman. C'est la seule chose qui lui rappelle sa vie d'antan. Vraiment, il était bien contre vous et d'un coup, il se retrouve loin de vous. Même si vous êtes dans la même pièce que lui, il est loin de vous. Et donc le besoin primaire, le plus grand besoin que va connaître un petit à la naissance, c'est vous. Il est dans une terre hostile, et là, vous êtes là, vous êtes un peu le miracle devant lui, vous êtes la lumière au bout du tunnel. Mais si vous étiez aussi dans un univers complètement hostile, croyez-moi, même votre voisine que vous détestez deviendrait votre meilleure amie si vous vous retrouvez propulsés ensemble dans une île déserte, parce que ça sera votre point d'ancrage, ça sera vraiment la personne, la seule que vous connaissez. Et ça tombe bien parce que votre enfant ne vous déteste pas, il vous vénère depuis 9 mois, vous êtes la personne qui comble tous ses besoins. Rendez-vous compte de ce miracle que vous êtes pour votre enfant. On dit souvent l'enfant c'est un miracle, mais être mère, c'est un miracle pour son enfant. Vous êtes là, d'une caresse, vous comblez tous ses besoins, d'un baiser, vous le rassurez, une tétée, que ce soit au sein ou au biberon, et vous comblez son désir de manger, sa soif, sa faim. Mais en fait, vous êtes un miracle pour cet enfant. Et du coup, quand il va ressentir des peurs, quand il va ressentir des angoisses, c'est pas par caprice qu'il va réclamer vos bras ou vos câlins, c'est parce qu'en fait, il en a besoin, parce que vous êtes la seule chose sur Terre contre lequel il se sent bien. Donc, on va dire, les biologistes vous diront qu'en fait, vous êtes la niche de votre bébé. Pas la niche du chien, mais la niche, c'est le lieu écologique naturel dans lequel va se développer un individu. Regardons à l'échelle mondiale. Il y a des pays, il y a des cultures où il n'y a pas des poussettes, il n'y a pas la chambre toute seule pour les enfants. Dans des cultures, les enfants vivent, naissent vraiment dans le groupe contre les parents. Ils ne sont pas posés par terre toutes les 5 minutes. Et ça ne va pas en faire des adultes capricieux. Parce que votre bébé, s'il réclame du contact avec vous, ce n'est pas par caprice, c'est parce qu'il a un besoin physique d'être contre vous. Quand il est contre vous, vous participez à sa régulation thermique, vous l'aidez à lutter contre les maladies nosocomiales parce que vous êtes contre lui, vous allez le coloniser avec des bonnes bactéries familiales, vous êtes en capacité de lui donner à manger quand il a faim. Contre vous, quand il demande vos bras, ce n'est pas par caprice, c'est parce qu'en fait c'est le seul lieu où il sait qu'il va survivre et où il sait qu'il est bien. Parce que votre enfant, à la naissance, il est équipé des instincts de survie. Il a un tronc cérébral, il a des zones structurelles du cerveau qui sont abouties et d'autres qui ne le sont pas encore. On sait qu'à la naissance, un bébé a un cerveau qui fait 25% de la taille de l'adulte. Donc son cerveau n'est pas fini, ce n'est pas un petit adulte en miniature avec des pensées d'adulte mais en miniature. Un enfant n'est pas capable de se dire « Tiens, si je me roule par terre, mon parent va réagir comme ça, il aura honte, il me donnera un bonbon ». Alors, les études, les neurosciences sont vraiment un support phénoménal pour nous et on s'est rendu compte que ce n'est qu'à l'âge de 4 ans
que l'enfant est capable d'empathie. Avant 4 ans, l'enfant n'est pas capable de se mettre à votre place. Il n'est pas capable de se dire, tiens, si je fais telle action, mon parent va réagir de telle façon. Il n'en est incapable, son cerveau n'est pas suffisamment construit pour ça. C'est pour ça que de plus en plus de scientifiques disent que toute notion de manipulation, de caprice, parce que c'est un peu ça le caprice. Hein, dans notre idée, dans notre imaginaire, c'est mon bébé va pleurer pour me faire céder. Tous les parents disent ça quand je discute avec eux. Quand je leur dis, pour vous, c'est quoi un caprice? Un caprice, c'est quand mon bébé, il fait exprès de pleurer, de se rouler par terre pour me faire céder. Mais en fait, votre bébé, avant 4 ans, il est incapable de se mettre à votre place. Il est incapable de ça. Alors, il y a des expérimentations très, très sympas à regarder sur YouTube, si vous voulez, qui vous le prouvent. Il y a une des expérimentations qui montre, en fait, hein, c'est un scientifique qui joue avec des petites balles, si vous l'avez vu, et des petits personnages. Il prend 2 petits personnages, il prend une balle, et il dit, il y a un petit personnage qui est assis, qui observe le deuxième petit personnage qui est en train de jouer avec une balle, et quand le deuxième petit personnage a fini de jouer avec la balle, il va cacher la balle dans un petit coin, et il s'en va. Et le premier petit personnage qui jusqu'à présent n'a pas joué avec la balle se lève, il prend la balle, il va jouer avec sa balle tranquillement, et quand il a fini de jouer avec la balle, il va la cacher à un nouvel endroit. Et le premier personnage, celui qui était parti en premier, revient sur la scène et il va chercher la petite balle. Et donc il dit à l'enfant qui observait cette petite scénette, à ton avis, où est-ce qu'il va chercher la petite balle? Eh bien, 100% des enfants avant 4 ans vont dire, il va chercher la petite balle là où il l'avait rangée avant de partir. Ah non, je dis une bêtise, ça y est, je suis fatiguée. Il va dire, il va chercher la petite balle là où le deuxième enfant l'avait cachée. Mais sauf que le premier, comme il était parti, il ne sait pas où le deuxième enfant a été là caché. Vous voyez, je me mélange dans mes explications parce que je suis fatiguée. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que l'enfant, il observe la scène à partir de lui-même et il n'est pas capable de se mettre à la place du premier personnage qui, en revenant, ignore totalement où est cachée la balle maintenant. Il croit que le personnage va aller chercher la balle là où il est allé la deuxième fois. Il faut que je recommence mes explications un jour. Je suis trop fatiguée. Soyez sympa, dites-moi que vous m'avez comprise. Regardez ça sur YouTube, les expérimentations sur l'empathie chez l'enfant, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, l'enfant, il est incapable d'empathie quand il est tout petit. Alors, pas totalement. On sait que des enfants sont capables de sympathie entre eux, ils sont capables d'entraide, ça c'est une chose, mais il y a une différence entre être un humain dans l'entraide et capable de se dire « je vais manipuler mon parent ». Ça, c'est impossible. Tout compris, mais c'est tellement gentil de me flatter. Moi, même moi-même, je ne me suis pas comprise. Mais je vous trouverai un lien pour que vous puissiez voir les expériences, parce que c'est vraiment très, très important de voir à quel point on ne comprend pas, en fait, le cerveau du bébé et on lui prête des intentions qu'il ne peut pas avoir. Alors, j'avais lu une phrase qui disait, en fait, le bébé, l'enfant n'est pas capable de caprice. En fait, il émet une frustration, une colère, et il est incapable de la gérer par lui-même. Et en fait, quand l'enfant exprime des colères, c'est un signe d'amour envers ses parents, parce qu'en fait, il vous demande de l'aide pour lui apprendre à gérer ses frustrations. En fait, la frustration, la colère de l'enfant serait, je vous mets entre guillemets, parce que moi, personnellement, quand mes enfants sont en colère, ça c'est difficile moralement, mais la colère, c'est un cadeau, finalement, que fait l'enfant, parce qu'il dit aux parents, regarde, j'ai confiance en toi, je suis en aptitude de te montrer mes colères parce que je sais que toi, tu vas m'aider à résoudre cette colère et à me calmer. Et c'est vrai, quand on y pense, quand ils sont chez papy et chez mamie, bizarrement, ça se passe toujours très bien. L'enfant ne fait pas de frustration, l'enfant ne fait pas de colère et mamie vous dira « Ah bah oui, chez moi, ça se passe toujours très bien. Non, chez moi, il ne fait pas de caprice. » Ben oui, parce que c'est à vous qu'il réserve, même si c'est pénible, c'est à vous qu'il réserve les frustrations, parce qu'il a confiance en vous, il sait qu'il peut être tel qu'il est lui-même face à vous, et il sait que vous allez l'aider à gérer ses frustrations. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que nous, on ne nous a pas appris à gérer les frustrations, et que la frustration de l'enfant, c'est une frustration pour nous. Mais ça, c'est un autre problème. On en est bien d'accord. Donc, le portage, pour en revenir à ça, parce que je ne me perds pas dans mes idées, vous inquiétez pas, je suis mélangée, mais je ne suis pas perdue dans mes idées. Le portage, on sait que c'est un milieu qui va permettre au bébé de retrouver un état multisensoriel proche de sa vie fœtale. C'est-à-dire que quand il va être contre vous dans le porte-bébé, il va pouvoir se regrouper, il va pouvoir sentir les limites du porte-bébé et les limites du corps
de votre corps contre lui. Il va pouvoir entendre votre rythme cardiaque, il va pouvoir entendre vos mouvements respiratoires, il va pouvoir être vraiment bien contre vous, bien blotti. Eh bien, en fait, votre bébé va petit à petit expérimenter ses propres émotions à travers vos émotions à vous. Par exemple, votre bébé est contre vous, vous éprouvez une colère, votre rythme cardiaque va s'accélérer, votre respiration va s'accélérer, votre bébé, lui aussi, par mimétisme, va accélérer son rythme cardiaque, va accélérer sa respiration. Puis votre colère va passer, vous allez vous mettre à respirer calmement, vous allez vous détendre. Contre vous, votre bébé va expérimenter le ralentissement de son rythme cardiaque, votre bien-être qui arrive, et il vient d'expérimenter à travers vous la colère, la frustration, peut-être une peine que vous avez eue, et il va apprendre à revenir à un état de neutralité émotionnelle. C'est comme ça qu'on appelle ça, hein, les états de neutralité émotionnelle. Et en fait, le bébé, l'enfant est capable de monter en état émotionnel fort, de se mettre en colère, de pleurer, mais il est encore incapable de revenir en état de neutralité émotionnelle, et c'est ce qui va faire que petit à petit, il va avoir à apprendre à gérer ses frustrations. Eh bien, on sait que quand les parents vivent des frustrations en ayant un bébé contre eux, eh bien, petit à petit, ça va apprendre au bébé à revenir en neutralité émotionnelle. Donc, c'est ce que je vous le disais, porter un bébé ne le rendra pas capricieux, mais porter un bébé, ça va lui apprendre à gérer petit à petit ses émotions en vivant vos émotions à vous. Contre vous, il va les expérimenter. Donc, au lieu de penser que le portage peut rendre un bébé capricieux, bien au contraire, de plus en plus d'expériences montrent que vivre des émotions avec son enfant va lui permettre de les appréhender. Alors je vois que ça râle déjà en disant « Ah là, si le père de ma fille pouvait comprendre ça » ou « Je suis seule à avoir le droit aux colères de ma fille » et c'est là qu'il y a un réel problème, je pense. C'est qu'on est dans une société où on nous a donné la toute-puissance de l'éducation de notre enfant. Si votre bébé est frustré, c'est de votre faute. S'il pleure, c'est de votre faute. Mais par contre, on vous laisse bien là-dedans, tout seul à gérer. Hein. Ah, attends, moi c'est bon, hein, j'ai élevé mes enfants, débrouille-toi. Mais en fait, on se rend compte qu'au niveau culturel, dans beaucoup de pays du monde, les parents ne sont pas tout seuls à gérer les émotions de leurs enfants. Vous n'avez pas remarqué? Quand un enfant a des émotions très très fortes, c'est toujours la faute du parent. On ne se met pas à la place de l'enfant en disant cet enfant, il ne le fait pas exprès d'avoir des colères, il ne fait pas exprès d'avoir des frustrations, et le parent, il est là pour l'aider. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas votre enfant, quoi qu'il arrive, à vivre des émotions et le parent est là pour l'aider. Non, c'est si votre enfant, il ressent des émotions, s'il ressent des colères, c'est votre faute. Mais si votre enfant est en capacité d'exprimer des colères, c'est au contraire grâce à vous. Parce que dans une société où on nous apprend à nous taire dès tout petit, hein, ne pleure pas, t'es un garçon, ou oh bah t'as qu'à pleurer, tu feras moins pipi et tout, mais un enfant qui est capable d'exprimer des émotions, c'est plutôt un plus quand même, non? C'est peut-être quand même au final un cadeau qu'il est en train de nous faire. Parce que très vite, l'enfant, très vite, il va le comprendre, l'enfant qui n'a pas le droit d'exprimer des émotions. Il les exprimera plus, mais au final, on le coupe de tout plein de richesses émotionnelles. Donc c'est important que l'enfant puisse exprimer ses frustrations. Mais je vous dis pas, je vais pas vous vendre des trucs magiques. Vous me verriez moi quand mes enfants expriment des émotions, je suis dans des états, je suis par terre. Hein. Je n'arrive pas à gérer leur frustration. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai un super pouvoir que vous n'avez pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de peut-être arriver à relativiser, de vivre une parentalité dans le bien-être, d'accepter l'échec. Bah oui, votre enfant, il va faire des frustrations. C'est normal. La vie est frustrante. Il a passé 9 mois dans le bien-être, d'un coup il découvre la faim, il découvre la soif, il découvre le froid, il découvre la peur. Mais bien évidemment que votre enfant va vivre des frustrations. Vous ne pourrez pas l'empêcher de les vivre. Et se priver de contact maternel, se priver de le prendre dans les bras parce que mamie a dit que ça allait le rendre capricieux, parce que le pédiatre a dit que bah, ça y est, vous allez vous en faire un petit capricieux ou autre, mais en fait, vous le privez de la seule possibilité qui est là, tout petit, de justement revenir dans un état émotionnel neutre. Et c'est ça qui est important. Je voudrais voir cette vidéo avec mon compagnon. En fait, ces vidéos sont en replay. Hein. Vous allez la voir hein, sur Instagram télé, c'est toujours en replay. Et surtout, on la met après sur Facebook au bout de quelques jours, hein, le temps qu'on arrive à la monter, pour que les parents puissent les regarder. Je suis vraiment pas en train de faire l'apologie de l'enfant roi,
Parce qu'en fait, l'idée n'est pas de ne pas éduquer un enfant, l'idée est d'accepter que l'enfant de départ va devoir apprendre à apprivoiser ses émotions et que c'est petit à petit qu'il les apprivoisera et que même à l'état adulte, ne rêvons pas, on ne sait pas apprivoiser nos émotions. On est en colère, regardez, il y a encore pas longtemps, il y avait une voiture qui... je suis passée, il voulait passer devant moi, mais moi je suis passée parce que j'avais la priorité, et il n'était pas content. Ah, il a fait des colères, il m'a sorti le poing de la vitre et tout ça. Ah, c'est un enfant qui n'a pas appris à gérer ses frustrations. Et pourtant, vu l'âge de ce monsieur, je ne pense pas qu'il ait été porté en porte-bébé. Hein. Vous inquiétez pas, vous allez forcément avoir un adulte qui aura été votre enfant, qui aura du mal à gérer ses frustrations. Mais un bébé qui expérimente, qui exprime des colères, ce n'est pas un enfant mal élevé. C'est un enfant qui a suffisamment confiance en vous pour exprimer ses besoins et ses frustrations. Un enfant qui est frustré, c'est normal. Tous les enfants sont frustrés, tous les adultes sont frustrés. Je sais que je me répète en boucle, mais c'est un peu comme un mantra qu'il faut se dire. Quand votre enfant il fait des colères devant vous, il n'est pas en train de vous accuser, il n'est pas en train de dire que vous êtes un mauvais parent, il est juste en train de te dire « Maman, j'ai des émotions, débrouille-toi avec les tiennes, mais aide-moi s'il te plaît. » C'est un besoin de revenir à un état émotionnel neutre. Alors, il y a plein de techniques pour aider un enfant à revenir à un état émotionnel neutre. C'est pas mon boulot. Il y a le fait de le prendre dans les bras. Quand je dis que c'est pas mon boulot, c'est que je peux pas toutes vous les donner parce que c'est pas mon travail d'étudier ça, mais de le prendre dans les bras, de le serrer, de débriefer, de lui expliquer, d'en parler à d'autres personnes, de demander de l'aide. Il y a plein de solutions. Mais quoi qu'il arrive, votre bébé sera frustré. C'est obligé. Qu'est-ce que je voulais dire? L'âge des caprices. À partir de quel âge, du coup, arrivent des caprices? Alors, j'ai entendu tout et son contraire. Par exemple, j'ai entendu une dame qui m'a dit « Mon pédiatre m'a dit, vous inquiétez pas, prenez votre bébé autant que vous voulez dans les bras, il fait pas de caprice. » Je me suis dit « Oh, miracle, un pédiatre qui sait de quoi il parle. » Et là, elle enchaîne en me disant « Oui, il m'a dit que c'était pas avant 3 mois. À partir de 3 mois, il faudra par contre le laisser faire des caprices et le laisser pleurer dans son lit. » Mais un cerveau de bébé de 3 mois, c'est pas possible. Un bébé de 3 mois ne peut pas faire de caprice, il en est incapable. Enfin, le bébé, à 3 mois déjà, il doit arriver à avoir une bonne respiration, il doit gérer tout ce qui passe en niveau transit et qui n'est pas confortable pour lui. Il doit gérer la peur de la solitude, la peur de mourir, le fait qu'il n'arrive pas à se retourner sur ce ventre, qu'il est coincé sur un bras. Le bébé, il n'est pas encore en train d'établir des plans pour vous manipuler. Hein. La manipulation, il en est incapable. Alors, il y a des études qui montreraient que le vrai caprice, le vrai « Tiens, je vais faire ça exprès pour embêter maman, comme ça elle se sentira obligée de me donner des bonbons », ça serait l'âge de 7 ans, puisque ce qu'on appelle l'âge de raison, c'est le moment où il y aurait une maturité cérébrale suffisante pour permettre à l'enfant d'échafauder des plans. Parce que c'est ça un caprice, hein. C'est l'échafaudage d'un plan. Moi, personnellement, quand j'ai envie de quelque chose, j'échafaude des plans pour pouvoir me l'acheter, vous voyez, c'est exactement ça. Avant, c'est vraiment des frustrations. Il faut en bannir le mot caprice chez un petit. C'est des frustrations. Je pars d'un état initial où j'avais tout ce que je voulais dans la vie, à petit, j'expérimente que je ne peux pas avoir tout ce que je veux au moment où je le veux. Et effectivement, l'enfant n'a pas notion du futur. Ce n'est que vers l'âge de 20 ans que notre cerveau est suffisamment construit pour nous permettre d'avoir des plans sur l'avenir. C'est pour ça qu'un adulte sur 2 se plante quand il doit choisir le métier qu'il fait. Le cerveau humain ne termine sa croissance qu'à l'âge de 25 ans. Messieurs, dames, si vous avez moins de 25 ans, vous avez encore un cerveau d'adolescent. Et ce n'est qu'à vers l'âge de 25 ans, entre 20 et 25 ans, que l'adulte peut faire des plans sur l'avenir. Et là, manque de bol, il se rend compte qu'il a fait des études dans la comptabilité, mais à 25 ans, il se rend compte que non, lui, il voulait être fleuriste. Et là, on est reparti pour refaire des études, pour pouvoir se réorienter, pour faire le métier qu'en fait, on aurait toujours rêvé de faire. Vous vous doutez bien que si c'est vers l'âge de 25 ans qu'on peut réellement échafauder des plans sur l'avenir, comment voulez-vous qu'un petit tête de 3 ou 4 ans se dise « Tiens, si je me roule par terre, maman me donnera un bonbon ». Il ne se roule pas par terre pour que vous lui donniez un bonbon, votre enfant. Il se roule par terre parce qu'il est très triste, qu'il ressent très vivement l'émotion parce qu'on lui a refusé un bonbon. C'est comme ça que ça se passe. Il se roule par terre parce qu'il est triste et non pas parce qu'il veut vous faire changer d'avis.
Et quand votre enfant pleure, vous pleurez, non pas parce que vous voulez... Quand vous pleurez, imaginez, vous êtes perdu, vous êtes triste, vous n'en pouvez plus, votre bébé, il se roule par terre parce qu'il veut un bonbon, et vous éclatez en sanglots. Vous éclatez pas en sanglots pour le faire changer d'avis, pour qu'il arrête de pleurer. Vous éclatez en sanglots parce que vous avez une surcharge émotionnelle et que vous n'arrivez pas à faire passer tout ça. Ben, c'est pareil pour votre enfant. Ok, pour les frustrations, bien clair, mais pas toujours facile de savoir comment on fait concrètement pour accompagner ces frustrations. Ah là là, si j'avais des solutions, je crois que j'aurais été une mère heureuse. La première des choses, le premier des conseils que je vous donnerai, c'est déjà de ne pas vous sentir frustré, de ne pas vous sentir accusé par toutes ces frustrations et de débriefer après, d'expliquer. On dit en général qu'un enfant, il a besoin de la répétition. Il a besoin que les choses se produisent plusieurs fois de la même façon pour qu'il puisse appréhender, pour que son cerveau puisse se développer et qu'il puisse donc comprendre. Un enfant, s'il fait plusieurs fois la même bêtise, vous avez beau lui dire « ne fais pas ça », il le fait encore. « Ne fais pas ça », il le fait encore. C'est parce qu'en fait, il a besoin de la permanence. Il a besoin que ça se reproduise plusieurs fois pour qu'il puisse bien comprendre que oui, effectivement, tel objet, je n'ai pas le droit de le toucher. Et donc, comment on va pouvoir accompagner les enfants par rapport à cette frustration? Une des premières choses qui est dite, c'est vraiment de vous donner un postulat de départ. Soyez en accord avec vous-même. Est-ce que vraiment, par exemple, ce bonbon que vous lui refusez, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment lui refuser? Ou est-ce qu'au final, est-ce que c'est si grave que ça qu'il mange un bonbon? Moi, personnellement, je fais partie de la catégorie « je n'ai pas envie que mon enfant mange des bonbons ». Voilà, c'est pas un jugement de valeur. Eh bien, écoute mon petit, je vais te le dire dès le départ, on va aller dans le magasin et tu n'auras pas de bonbons parce que vraiment, pour moi, c'est important que tu n'en manges pas. Et le fait de répéter, le fait de devancer la frustration quand on sait ce qui va frustrer l'enfant, le fait de le devancer, ça va permettre à l'enfant de savoir exactement ce qui va se passer et donc d'arriver à surmonter cette frustration. André Bullinger, qui est ma rockstar, disait toujours que chaque interaction avec l'enfant est une histoire qui doit se raconter comme une histoire avec un début, avec un milieu et avec une fin. Et c'est vrai que de raconter un début d'histoire à l'enfant avant de faire une action que l'on sait qui est frustrante pour lui, ça va lui permettre de se regrouper d'un point de vue émotionnel, de rester dans la neutralité émotionnelle et de se dire « bon, je vais aller dans le magasin, maman m'a bien expliqué que ça sera interdit et donc il y aura pas de bonbons. » Et puis après, il y a une fin. Écoute mon tout petit, j'ai vu que tu n'as pas fait de frustration dans le magasin. Je suis vraiment très contente. Est-ce que toi aussi tu es fière de toi? L'idée, c'est vraiment de débriefer avec l'enfant pour lui permettre petit à petit d'appréhender. Le truc qui rend fou quand on vit 50 fois les mêmes situations. Ben ouais, j'en suis désolée. Le cerveau, il est conçu comme ça chez un tout petit. C'est par la répétition. En fait, il faut savoir que quand il y a une action chez le petit, il va y avoir ce qui s'appelle une connexion neurologique. En fait, quand il va y avoir une action, une connexion entre deux neurones va se faire, une connexion neurologique se fait. Enfin, le neurone va se connecter au reste du réseau. Et chaque fois que la même action va se répéter, cette connexion neurologique va grossir, va grossir, va grossir, va grossir, va grossir. Mais pour qu'elle grossisse et pour qu'elle soit stable, pour qu'elle soit finie, il faut que l'action arrive plusieurs fois. Et vers l'âge d'1 an, notamment, il va y avoir une grande étape qu'on appelle l'élagage synaptique. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'il va y avoir une action dans la journée chez votre bébé, une connexion neurologique va se créer. Et chaque fois que cette action est une action qui a déjà été faite, par exemple le jour d'avant, et ben cette connexion-là, elle va grossir, elle va grossir. Ce qui fait qu'au bout de quelques temps, ça va être le foutoir dans le cerveau de votre bébé. Il va y avoir de la connexion neurologique absolument de partout. Et c'est pas viable, c'est pas possible. Ce qui fait qu'à vers 1 an, votre enfant, son cerveau va faire un tri. Il va trier toutes les connexions neurologiques, il va éliminer toutes les plus petites connexions, parce que ça veut dire que l'action n'a pas eu lieu très souvent, et il va garder les connexions les plus grosses. Donc, en fait, votre enfant va toujours, tout au long de la journée, chercher à répéter les mêmes actions pour pouvoir faire grossir ces connexions synaptiques et pour pouvoir faire le tri plus tard. En fait, si un enfant répète toujours les mêmes bêtises, c'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour expérimenter plusieurs fois quelque chose pour qu'au final, la connexion neurologique soit assez grosse, assez stable, pour que ça soit fixé dans sa tête et qu'il dise « Tiens, je n'ai pas le droit de toucher à ce truc. » Vous voyez? Ça nous rend dingue. Moi, la première,
première, quand on dit 5 fois qu'un enfant ne fait pas ça et qu'il le fasse, ça nous rend dingue. Mais il ne vous provoque pas. Il ne le fait pas pour vous embêter. Il le fait vraiment parce qu'il a besoin de répéter constamment les actions pour que la connexion se fasse bien. C'est pour ça qu'il vous répète, il vous réclame toujours la même histoire. C'est pour ça qu'il vous réclame toujours le même dessin animé. Parce qu'en plus, cette permanence-là, c'est ce qui le rassure. Le fait que ce soit toujours non pour les mêmes choses, ça le rassure. Et s'il y avait un grand conseil à donner, c'est quand vous êtes en accord avec vous-même, quand il y a quelque chose que vous ne voulez pas qu'il fasse parce que vraiment ça ne répond pas à vos valeurs, ne culpabilisez pas de le lui interdire et surtout restez conforme à vos attentes. Parce que de se dire, bon bah allez, exceptionnellement pour aujourd'hui, tu as le droit, alors que jusqu'à présent, il n'avait pas le droit. Votre enfant, le exceptionnellement pour aujourd'hui, il n'est pas en capacité de le comprendre. Et au contraire, ça le met en état de stress. Pourquoi un coup maman dit oui, pourquoi un coup elle dit non? Donc en fait, prenez peut-être le temps de faire un checklist de vraiment ce que vous avez envie de donner comme valeur à votre enfant et soyez en accord avec ça. Au final, si ça vous fait mal au cœur que votre enfant réclame un bonbon dans le magasin et que vous aviez vraiment envie, au fond de vous, qu'il ait droit à ce bonbon-là. Est-ce que ça vous rappelle des bons souvenirs? Parce que quand vous alliez à la boulangerie, votre maman vous achetait un bonbon. Est-ce que c'est grave au final de céder là-dessus si au final pour vous ça vous apporte du bien-être avec votre enfant? Vous voyez, il faut juste être raccord. Et puis il y a des choses que vous accepterez que votre conjoint ou votre conjointe n'accepteront pas, mais l'enfant il est tout à fait en capacité de comprendre que c'est pas pareil chez un des parents et pas pareil chez l'autre parent. Donc voilà ce que je voulais dire. Portez votre bébé, faites-lui des câlins, faites-lui des bisous, faites-le plein d'amour avec votre enfant et n'ayez pas peur. Ça ne le rendra pas capricieux. Bien au contraire, ça va permettre de créer du lien. Montrez à votre enfant que vous êtes présent pour lui dès tout petit. Ça lui permettra d'avoir confiance en vous et de savoir plus tard que quand vous lui dites non, c'est pas contre lui, c'est pas parce que vous ne l'aimez plus, c'est parce qu'en fait vous avez des valeurs à lui transmettre, mais que vous êtes toujours là pour lui quand il en a besoin. Et ça va être important ça, de pouvoir lui montrer le distinguo entre ce qui est très important et ce qu'il est un peu moins. Écoute mon tout petit, quand tu as des besoins de câlin, je suis toujours là pour toi. Là, pour ce bonbon-là, je ne suis pas d'accord, mais tu sais que si je ne suis pas d'accord, c'est que c'est quelque chose qui va être vraiment important pour moi de ne pas être d'accord là-dessus. Donc je te fais confiance mon tout petit, fais-moi confiance aussi. Ces connexions neurologiques qui ont besoin de grossir. Est-ce ce besoin de répétition dure là au-delà d'un an? Oui, bien sûr que les besoins de répétition durent au-delà d'un an, puisqu'on sait que des étapes d'élagage synaptique, il y en a plusieurs autour de notre vie, notamment au moment de l'adolescence, à ce moment où les enfants ils finissent par tout déconstruire pour tout reconstruire. Même nous, adultes, on a besoin de répétition pour notre bien-être. Regardez à quel point on se sent seul et on est perdu face à des situations nouvelles qu'on ne connaît pas. À quel point nous aussi on a nos rituels. Hein, le rituel, c'est vraiment le maître mot de la petite enfance, le rituel du coucher, le rituel du lever. Et l'enfant, quand il sait comment ça va se passer, ça le rassure, ça lui permet d'être dans un état émotionnel stable et c'est vraiment ce qui lui fait le plus de bien. Votre enfant n'aime pas s'habiller le matin, pourquoi vous ne prépareriez pas les vêtements avec lui le soir? Finalement, le temps que vous allez perdre le soir à préparer les vêtements avec lui et lui faire choisir ce petit t-shirt rose dont il en avait envie, c'est du temps que vous allez gagner le matin à l'habiller parce qu'il sera content. Hein, vraiment, ces besoins de répétition, on l'a toute la vie. Même nous, à l'âge adulte, on sait que nos enfants nous aiment. Et pourtant, quand ils nous disent qu'ils nous aiment avec leurs petites menottes, là, toutes petites contre notre cœur, eh bien, ça nous remplit d'amour, ça nous rend heureux. On a besoin de cette répétition-là, nous aussi, adultes. Hein, on a besoin, même si votre conjoint ou votre conjointe vous a offert des fleurs à votre anniversaire, bon, on a besoin qu'à l'anniversaire suivant, de voir qu'il se rappelle que c'est notre anniversaire et qu'on a eu un cadeau. Vous voyez, la répétition, c'est toute notre vie. Donc n'ayez pas peur de leur répéter tous les jours que vous les aimez, que vous avez confiance en eux, que vous savez qu'ils vont pouvoir gérer leur frustration, que vous êtes une équipe. On va y arriver ensemble à gérer cette frustration. T'inquiète pas, on va y arriver. Allez, on en reparlera de toute façon, mais le temps file à toute vitesse. Oui, il est parti à toute vitesse. Merci de m'avoir écouté. C'était un petit peu brouillon ce matin, excusez-moi, hein, c'était un peu improvisé. Et c'était vraiment parce que j'avais envie de répondre à cette question des peurs qu'on a de rendre capricieux notre enfant. Ayez juste peur de leur donner de l'amour. On n'a pas peur de donner de l'amour à son enfant, c'était n'importe quoi ma phrase. Allez, je vous dis à très bientôt. À lundi prochain. Au revoir.